On va commencer. Je vous remercie tous d'être venus d'être venus en virtuel pour ce bel atelier. On va présenter. Donc, François de la Brouette va nous faire cette conférence. Je lui laisse la parole. Mais avant ça, je te remercie déjà beaucoup d'être présent un dimanche et on a bien hâte d'en apprendre plus. À toi, François. Good. Merci Magali. Oui, un peu comme Magali le mentionnait, on va aujourd'hui regarder un petit peu, faire une petite présentation. Elle m'avait demandé de parler suite à une présentation qu'on avait fait en présentiel sur les différents aménagements comestibles. Elle m'a dit, tu pourrais-tu faire quelque chose en virtuel sur l'intégration des légumes dans nos espaces? Comment on est capable de travailler ça? Donc, on a travaillé ça. Ça va être une première présentation. Ça va peut-être passer du coq à l'âne. Au pire, je prendrai vos commentaires à la toute fin, mais je vais essayer de vous inspirer pour intégrer facilement des végétaux dans votre environnement. Donc, je vais débuter le partage d'écran. C'est ici. Comme vous aurez compris, là, on est une douzaine de personnes. Si toutefois vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez soit lever la main avec les fonctionnalités de Zoom que vous retrouvez dans le bas de votre écran, ou simplement, comme on est un petit groupe, simplement ouvrir votre micro, puis vous pouvez vous permettre de poser la question. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis si vous avez des questions plus pointues, je pourrais prendre du temps en toute fin de présentation pour vous répondre à vos questions au meilleur de mes connaissances. Bien sûr, je ne connais pas tout, mais on va essayer ensemble, souvent, on en sait beaucoup. Simplement vous présenter la Brouette. La Brouette, c'est un organisme à but non lucratif que j'ai fondé avec Joëlle, ma collègue, en 2017, suite à des initiatives des Incroyables comestibles à Trois-Rivières. On s'est rendu compte qu'il manquait en Mauricie de ressources pour aider les citoyens, des organismes, des écoles, des municipalités, même des entreprises, à mettre en place des initiatives écolo, que ce soit du compostage, du jardinage, des réductions des déchets à la source, etc., etc. Donc, on a fondé un organisme, la Brouette, pour être capable d'avoir une structure le plus légale possible, je vous dirais, pour être en mesure d'offrir nos services plutôt que uniquement de le faire de manière bénévole. Donc, si vous voulez devenir membre de la Brouette, vous pouvez bien sûr le devenir. On offre des ateliers un petit peu partout en Mauricie. On accompagne des municipalités dans différents développements également. Donc, vous allez peut-être nous voir passer à l'occasion. La présentation d'aujourd'hui est entre autres rendue possible grâce à une subvention qu'on a eue du MAPAC dans le cadre du programme de priorité bioalimentaire pour le développement de l'agriculture urbaine en Mauricie. Donc, c'est le financement puis l'accompagnement est permis grâce à ça. Donc, qu'est-ce qu'un potager? Souvent, ce qu'on a comme idée d'un potager, c'est vraiment un grand espace de jardinage avec des rangs d'oignons, des rangs de carottes, des petites fèves, du maïs. Mais souvent, cette réalité-là n'est pas nécessairement adaptée à notre vie actuelle. Donc, des fois, on peut avoir un terrain qui est petit. On se dit, je ne veux pas nécessairement me lancer dans des aménagements aussi grands que ceux-là. Comment qu'on est capable d'intégrer un peu de plantes comestibles dans notre environnement? Donc, on va essayer de faire un petit survol, puis on va essayer de vous inspirer de différentes manières. Pour moi, ça, c'est un potager. Je dirais que c'est à peu près la version la plus simple d'un potager. Un simple sac de terreau, un sac de semences, puis on est en mesure de faire pousser des légumes. Ici, vous allez revoir, on a des situations qui sont souvent en milieu urbain, mais on va être capable de sortir de ça des principes qu'on peut appliquer, même si on est en zone semi-rurale ou rurale, parce qu'on n'a pas nécessairement intérêt à toujours s'agrandir. Fait qu'on va avoir beaucoup de trucs qui vont être dans des petits espaces, mais vous allez voir qu'il y a des éléments intéressants là-dedans. Donc ici, simple balcon. Donc, il y a possibilité d'être vraiment très créatif, d'être capable d'intégrer des plantes dans un espace qui est très exigu. Autre type de potager, simple table de culture, donc facilement accessible. On peut l'imaginer sur le bord d'une porte ou à côté d'une porte patio sur une terrasse, facile à aménager.
Récupération. Donc, on a toujours des contenants, des structures qui peuvent nous permettre de jardiner. On n'a pas nécessairement besoin de détourber un grand carré de terre pour être capable de jardiner. Bien sûr, on pourrait imaginer des aménagements en façade. Il y a de plus en plus de municipalités qui permettent d'avoir des potagers en façade. On pourrait imaginer un tel aménagement également sur le côté de la maison ou en arrière. Je vais souvent faire appel à parler de maison, mais imaginez que ça pourrait être également en avant de votre lieu de travail, en avant d'un organisme. Donc, il faut imaginer l'intégration de légumes dans différents lieux, pas uniquement à la maison. Façade potagère, donc il y a vraiment moyen d'intégrer des légumes avec des plantes ornementales, d'en faire quelque chose de très beau et de très productif également. Pourquoi qu'on devrait intégrer des comestibles autour de la maison? Donc, on voit, il y a vraiment plusieurs avenues, de la solution la plus simple, un pot ou un sac de terreau qu'on est en mesure de jardiner, jusqu'à enlever complètement la pelouse en avant d'une maison pour en faire un potager. C'est vraiment une belle occasion d'allier quelque chose qui est ornemental puis qui est pratique. Donc, ça nous permet, entre autres, souvent, si on a par exemple des plates-bandes florales, on a des jardinières, on a déjà des contenants qui sont disponibles dans lesquels, d'année en année, on cultive, par exemple, des fleurs. Il y a facilité simplement de mettre ça en place à peu de frais. Du moment qu'on commence à regarder notre environnement général autour de la maison, on peut trouver qu'il y a des endroits qui sont plus appropriés pour la culture des légumes. Donc, au niveau de l'ensoleillement, de l'accessibilité. Donc, on n'est pas nécessairement obligé d'envisager le potager en arrière de la maison dans un grand rectangle au sol. Ça nous permet bien sûr d'avoir des fruits et des légumes à peu de frais disponibles à la maison. On les cueille vraiment au maximum de leur fraîcheur et de leur saveur. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est également des belles initiatives qui permettent de faire d'initiation au jardinage avec les enfants. Les enfants adorent jouer dans la terre. L'idée de faire des activités de semis, d'entretien du jardin, ça devient des belles pratiques pour les initier à la biodiversité, à l'environnement, à la saine alimentation, puis en plus leur faire découvrir des nouvelles saveurs. Puis quand on a des aménagements, c'est quelque chose qui est relativement facile à faire. Donc, il y a vraiment possibilité d'y aller petit à petit puis de dire, je vais l'essayer par exemple, dans quelques pots ou je vais intégrer, par exemple, des légumes vivaces dans une plate-bande ornementale. Ça me permet facilement d'intégrer petit à petit des légumes comestibles dans notre environnement. Puis, bien sûr, du moment que c'est près de la maison, que ce n'est pas des grandes surfaces, mais souvent, ça a il y a vraiment une possibilité que ça soit plus facile au niveau de l'entretien des récoltes parce que ça va être dans notre routine quotidienne. Au niveau des emplacements qui sont disponibles, on va faire un petit peu une tournée pour être capable de se donner différentes idées, pour être capable de penser hors de la boîte pour comment on est capable d'aménager un jardin. Avant toute chose, il faut se poser quelques questions. Si on est locataire ou si on est propriétaire, ou même si on travaille dans un espace public. Donc, bien sûr, si vous êtes locataire ou vous voulez faire un projet de jardin sur votre milieu de travail ou dans un organisme ou avec l'école, par exemple, c'est important de s'assurer d'avoir les autorisations. Dans le cas où si vous êtes propriétaire, il y a peut-être moins de contraintes, mais par contre, il faut bien sûr vérifier la réglementation municipale. Souvent, les municipalités peuvent avoir certaines restrictions sur les endroits où on peut mettre des cultures, sur les structures qu'on veut mettre en place également. Souvent, par exemple, il va y avoir en bordure de rue, la ville peut avoir accès à de la tuyauterie pour les égouts ou l'aqueduc. Donc, il faut être capable de vérifier ça avant de faire des aménagements plus élaborés. Je vous dirais que la place la plus simple pour intégrer des plantes comestibles, avant tout, je dirais, c'est si vous avez des plates-bandes. Donc, si vous avez un espace où vous avez des plantes vivaces ou même des plantes, des fleurs ornementales annuelles que vous plantez au printemps, il y a vraiment là une belle possibilité d'intégrer petit à petit, d'année en année, certains végétaux qu'on peut consommer. Donc, ça s'intègre bien au décor, c'est facile à commencer. Puis, là, dans les affaires qu'il faut regarder,
c'est bien sûr si le sol est de plus ou moins bonne qualité. Donc, par exemple, si vous avez des arbustes ou des plantes ornementales qui sont là depuis plusieurs années puis que vous ne donnez pas nécessairement un engrais, parce que souvent, on s'en occupe peut-être un petit peu moins qu'un jardin potager, bien, il peut y avoir un terreau qui est peut-être de moins bonne qualité, donc on peut s'attendre à avoir des récoltes qui sont moins bonnes. Il peut bien sûr également y avoir plus facilement une présence d'animaux domestiques parce que c'est facilement accessible. La cour arrière, c'est souvent là où on envisage en premier lieu d'installer un jardin. Donc là, c'est vraiment, on a souvent le contrôle parfait, on est en mesure d'aménager ça à notre goût, on se sent chez nous, donc c'est vraiment accessible pour l'aménagement d'un potager. On peut y aller en bac, en pleine terre, simplement des pots sur la terrasse, etc., etc. Donc, ça se fait relativement bien. Par contre, des fois, les cours arrière, c'est là où on retrouve plus d'arbres, donc de zones ombragées. On va en parler tantôt, mais s'assurer d'avoir un bon ensoleillement, c'est quelque chose qui est super important pour les plantes potagères. Ensuite, bien souvent, la cour arrière peut également être le terrain de jeu pour la petite famille. Donc, si on veut, par exemple, combiner un jardin potager et des enfants qui jouent au ballon, il peut peut-être y avoir certains enjeux au niveau des bris du jardin ou au niveau du contrôle des activités dans la cour extérieure. En façade, donc, comme je le mentionnais tantôt, il y a plusieurs municipalités maintenant qui permettent l'aménagement en façade de grands potagers. Par contre, si votre réglementation municipale ne permet pas d'avoir toute une façade en potager, vous pourriez très facilement intégrer dans des aménagements déjà en place certaines plantes comestibles comme des fines herbes, des fleurs comestibles, puis il y a même on va le voir tantôt, il y a des plants qui sont très, très esthétiques, donc il y a possibilité, sans vraiment avoir de contraintes, d'intégrer partiellement des végétaux comestibles. Donc, encore là, vraiment une possibilité très, très variée d'aménagement. Ça peut être des bacs en pleine terre, on peut y aller avec des jardinières suspendues sur un balcon. Il y a vraiment plein de possibilités. Souvent, en façade, on va avoir un bel ensoleillement également. Puis des fois, on a un grand terrain, donc si la municipalité le permet, il y a vraiment des belles opportunités pour aménager un potager. Bien sûr, si vous aménagez un jardin en façade, il faut s'attendre à avoir des interactions avec votre voisinage. Donc, il y a peut-être des gens qui vont trouver ça bizarre, d'autres vont être super intéressés. Vous allez peut-être avoir quelques vols. C'est sûr et certain que c'est moins protégé, par exemple, qu'une cour arrière, mais faut s'attendre à avoir des interactions un petit peu plus avec le voisinage. Je vous dirais, dans la grande majorité des cas, les gens vont être curieux, puis vous risquez fort probablement de rencontrer des gens qui jardinent déjà, que vous ne connaissiez pas, puis à ce moment-là, ça devient une belle source d'échange puis de partage. Il faut faire attention également, si vous êtes en milieu plus urbain, s'il y a par exemple la neige en hiver est projetée sur votre terrain, donc avec les sels de déglaçage, le sable qui est appliqué comme abrasif, il faut faire attention à ce moment-là pour les plantes comestibles, on ne veut peut-être pas avoir de contamination. Je l'ai mentionné tantôt, c'est important, par exemple, ici à Trois-Rivières, la réglementation le permettait depuis des années, mais la réglementation n'était pas claire. Donc, il n'y avait pas d'interdiction, mais au niveau de l'interprétation des règlements municipaux, quand il y avait des plaintes, souvent les inspecteurs étaient pris un petit peu entre l'arbre et l'écorce. Puis il y a déjà eu des gens qui se sont fait dire faussement qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir des potagers. Maintenant, la ville de Trois-Rivières a rétabli, clarifier sa réglementation et c'est bien inscrit que les gens ont le droit d'aménager des potagers en façade. Des éléments qui sont super intéressants à regarder pour commencer à intégrer des végétaux comestibles sans avoir le grand potager traditionnel, c'est d'utiliser les structures qui sont existantes. Donc, balcons, escaliers, clôtures deviennent souvent des aménagements, des infrastructures qui permettent soit d'accrocher des jardinières, de faire grimper des plantes grimpantes. On sait, on va le voir tantôt aussi, il y a plusieurs plantes potagères qui sont grimpantes. Donc, il y a vraiment possibilité d'optimiser l'espace, de créer des zones qui sont super agréables, de faire un petit peu plus d'intimité, des fois de faire de l'ombre. On peut imaginer, par exemple, une pergola
en arrière-cour sur la terrasse, ben, on peut facilement y faire grimper, par exemple, des haricots ou des concombres. Puis à ce moment-là, ben, on va avoir une zone d'ombre, il va y avoir de la fraîcheur, puis ça va être vraiment très agréable. Bien sûr, tout ce qui est terrasse, donc des espaces qui sont soit minéralisés, que ce soit du béton ou une terrasse en bois qui pourrait être surélevée, c'est vraiment des espaces où là, on peut facilement intégrer en pot, par exemple, des fines herbes, des petits légumes qu'on va utiliser rapidement, par exemple, lorsqu'on cuisine. Ça devient super agréable. On embellit l'espace, on met de la fraîcheur, on met de la beauté, ça devient vraiment intéressant. Il faut penser, par contre, du moment qu'on travaille dans des contenants, qu'on va avoir à les ranger pour l'hiver. Donc, c'est important de prévoir un espace soit dans le garage, dans la remise, derrière la remise, mais il faut quand même penser qu'on va avoir à gérer peut-être un petit peu de ces espaces-là entre la saison de production en été puis la saison hivernale. Si toutefois vous ne savez pas trop puis vous ne savez pas si vous voulez vous lancer dans l'aménagement de jardin à la maison, malgré qu'il y a possibilité de le faire très, très simplement avec quelques pots, on peut toujours s'inscrire à des jardins communautaires. Donc, il y a de plus en plus de municipalités qui offrent des zones qui sont organisées où l'espace de jardinage est séparé en petites parcelles qui permet à une famille ou à un individu de louer souvent pour 10 ou 20 dollars pour l'année un espace de jardinage. Ça devient une belle source d'échange avec des gens qui ont déjà de l'expérience, d'apprentissage, de partage d'informations, même de plans, de semis en début de saison. Ça, c'est intéressant. Là, je parle de jardin communautaire, ça pourrait être également un jardin collectif, où là, c'est un petit peu différent, où là, c'est vraiment un travail de groupe, où les gens travaillent en commun, puis les récoltes sont partagées entre les participants. Par contre, on voit dans ces initiatives-là, des fois, il y a des listes d'attente. Le fait que ça soit loin de la maison, des fois, on a peut-être moins le goût, en finissant notre journée de travail, d'embarquer sur le vélo ou de rembarquer dans la voiture pour aller au jardin pour désherber. Donc, on le voit des fois, les jardins communautaires, au fil de la saison, vont être un petit peu laissés à l'abandon par certains, faute de l'avoir à proximité. Donc, on voit moins le travail qu'il y a à faire. Mais c'est quand même, malgré tout, une belle situation d'apprentissage. Au niveau des méthodes de culture, donc, on a vu qu'il y avait pas uniquement la cour arrière où on se dit on pourrait aménager un potager. Maintenant, quel type de culture qu'on se donne dans les différents environnements? Donc, on va voir, on pourrait jardiner en pleine terre, en potager surélevé, en pot, en contenant, puis des grands bacs là, qui sont sans contact avec le sol. On va regarder un petit peu les avantages de chacun. En pleine terre, ben, c'est souvent la première option qu'on a quand on pense à un potager. Donc, c'est si votre sol est de bonne qualité, ben, c'est facile et abordable. À ce moment-là, on a simplement enlevé la pelouse ou même s'il y a déjà une plate-bande qui est existante, simplement, on peut faire des semis. Donc, à ce moment-là, si on a envie d'avoir un jardin, il y a vraiment possibilité d'année en année, si on a l'espace, d'agrandir sans trop de problèmes. On n'a pas nécessairement à faire des investissements à chaque année où on va avoir à simplement détourber pour être capable d'avoir accès à un sol pour le jardinage. C'est important de vérifier que notre sol soit riche. Donc, si par exemple, vous êtes dans une terre qui est très, très sableuse, très, très argileuse, vous allez peut-être avoir à faire des amendements pour faciliter le jardinage, mais ça devient quand même un bel espace facile et accessible pour jardiner. Souvent, bien, ça a certaines qualités au niveau de la qualité du sol, donc il y a possibilité de l'aménager, de l'améliorer de saison en saison. C'est souvent également la méthode de culture qui permet la meilleure rétention d'humidité en raison du grand volume de terreau. En potager surélevé, donc quand on parle de potager surélevé, ça va être souvent une bordure qui peut être faite en bois, en pierre, en briques ou tout autre matériau qui permet de travailler au sol, mais de surélever un petit peu. Donc, ça nous permet souvent de rajouter du terreau pour lequel on va contrôler la qualité. Donc, à ce moment-là, ça va être probablement un achat où on va soit acheter du terreau en sac ou idéalement en vrac pour être capable de remplir ces espaces-là. Souvent, mais ça nous permet d'avoir peut-être un petit peu plus de facilité au niveau de l'entretien. Donc, on peut peut-être avoir un petit peu de moins mauvaises herbes. La hauteur, ça va peut-être être un petit peu plus ergonomique pour des gens, par exemple, qui ont une mobilité réduite ou qui ont, par exemple, des potentiels d'avoir un mal de dos, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment une possibilité d'avoir quelque chose d'un petit peu plus structuré qui facilite le jardinage.
Ça réduit un petit peu partiellement l'accès aux animaux. Je vous dirais que si, par exemple, vous avez des enfants qui jouent au ballon, ben, le fait d'avoir des bacs un petit peu plus surélevés, ben, ça va peut-être empêcher un petit peu d'avoir certains accidents. Pots et contenants. Encore là, c'est souvent une solution qui est très accessible, surtout si on y va avec la récupération. Mais il y a vraiment possibilité à ce moment-là d'avoir des contenants de forme, puis de couleur, puis de taille très variées. Donc, il y a vraiment possibilité de faire quelque chose de très esthétique. Vous allez retrouver en centre jardin des contenants qui sont très design. Ça va coûter un petit peu plus cher, mais il y a possibilité aussi de voir le restaurateur dans votre coin, puis lui demander s'il y a des chaudières, par exemple, de mayonnaise ou de sauce que vous pourriez récupérer. Donc, il y a vraiment possibilité d'aménager ou de s'initier au jardinage à peu de frais. Il faut penser que tous les contenants qu'on recycle, qu'on réutilise, il faut s'assurer qu'il y ait des trous dedans. Donc, c'est important d'assurer un bon drainage. Lorsqu'on jardine en contenant, on va en parler un petit peu tantôt, il y a certains enjeux, entre autres au niveau de l'arrosage. Plus que nos contenants sont petits, plus que ça sèche vite. Donc, il faut penser souvent à avoir des contenants un petit peu plus gros dans lesquels on va avoir plus de plantes qu'une multitude de petits contenants. Maintenant, les grands bacs sans contact avec le sol. Donc, là, c'est vraiment quelque chose qui est plus construit. Ça va demander peut-être un investissement un petit peu plus grand, soit au niveau de l'achat ou de la construction. Mais il y a quand même des avantages. Là, à ce moment-là, on peut vraiment l'aménager notre jardin à peu près où on veut. Donc, ça pourrait être, par exemple, sur un stationnement, sur une terrasse. C'est important d'avoir quand même une assez bonne profondeur au niveau de vos bacs. Donc, souvent, on va suggérer aux gens d'avoir un minimum de 12 pouces, de 30 cm, pour permettre d'avoir des légumes qui sont plus exigeants, par exemple, au niveau de leurs nutriments. Ça nous permet de maximiser l'espace. Donc, je le mentionnais tantôt, il y a vraiment possibilité de le placer exactement là où on le veut. C'est un peu un jardin sur pied. Au niveau du contrôle des mauvaises herbes, c'est beaucoup moins que si on est au sol ou un bac qui est simplement surélevé. Puis il y a possibilité, comme le bac qui est en haut, de faire un aménagement qui permet, entre autres, dans ce cas-ci, d'y avoir accès, par exemple, si on est dans une chaise roulante. Donc, si on peut imaginer facilement que les jambes, les genoux vont pouvoir venir se placer sous le bac, puis il y a un accès au bac. Donc, il y a vraiment possibilité d'aménager ça en fonction de la réalité des gens qui vont jardiner. Au niveau de la planification de l'aménagement, donc là, on a vu notre espace physique en avant, en arrière, sur le balcon, des différents types d'aménagement ou de méthodes de jardinage. Maintenant, on va regarder quelques éléments qui sont importants si on veut se lancer dans le jardinage pour mettre le plus de chances de notre côté. C'est important d'analyser notre terrain. On peut regarder notre terrasse, avoir l'impression que c'est là que ça serait le fun de jardiner, mais malheureusement, on peut avoir un gros arbre qui fait de l'ombre pour la moitié de la journée. C'est peut-être pas ça l'idéal. Donc, c'est vraiment important avant de se lancer dans un aménagement d'un potager, d'analyser notre environnement. Le premier élément à vérifier, c'est vraiment l'ensoleillement. Donc, par exemple, sur la photo d'en haut à droite, des potagers qui ont été placés probablement avec une bonne intention, mais sous un gros érable. Il n'y a aucune lumière directe. C'est très difficile de jardiner des légumes si on n'a pas de soleil direct. Donc, souvent, ce qu'on va suggérer aux gens, c'est d'avoir vraiment un minimum de 6 heures de soleil direct par jour. Ça, c'est tout au long de la saison. Donc, si vous regardez votre cour arrière au mois d'avril, où il n'y a pratiquement pas d'arbres de feuilles dans les arbres, où le soleil est très haut, contrairement, par exemple, au mois de septembre, on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup de soleil, mais il faut imaginer qu'est-ce que l'ensoleillement va avoir comme période, par exemple, au mois d'août, au mois de septembre également. Donc, si on regarde la photo du bas, là, c'est l'inverse. C'est, par exemple, sur les terrasses du Vieux-Port à Trois-Rivières. Là, c'est un espace où il y a vraiment du soleil du matin au soir, un espace qui est bétonné, qui est très chaud. C'est un îlot de chaleur. C'est génial au niveau de l'ensoleillement. Par contre, au niveau de l'entretien, ça va exiger un suivi peut-être plus serré parce que ça va sécher beaucoup plus rapidement. Mais au niveau de l'ensoleillement, c'est parfait.
L'accès à l'eau, je parlais d'irrigation, c'est un enjeu. C'est important de s'assurer d'avoir un accès facile. C'est quelque chose que vous allez avoir à faire régulièrement. Vous allez avoir des charges lourdes à transporter, 1 ou 2 arrosoirs, peut-être des chaudières d'eau, avoir à dérouler ou à serrer, par exemple, arranger ensuite un boyau d'arrosage. Il faut vraiment penser que l'accès doit être facile. Oui, on peut faire de la récupération d'eau de pluie. C'est une super initiative. Par contre, souvent, malheureusement, on n'a pas des assez gros volumes pour être capable de passer une canicule. Donc, on peut bien sûr récupérer l'eau, utiliser ça comme première source, mais il faut quand même avoir à proximité un robinet pour être en mesure de soit remplir le baril ou d'être capable d'arroser directement le potager. Donc, deuxième élément qui est super important après l'ensoleillement. L'accessibilité. Donc, de s'assurer que notre environnement il est facilement accessible pour les gens qui vont l'utiliser. Que vous soyez dans un espace privé ou public, il faut penser que vous allez avoir besoin de rangement. Donc, vous allez avoir peut-être des outils, un sac de terreau, des engrais, peut-être travailler avec une brouette, des choses comme ça. Donc, c'est important de penser à être capable de circuler aisément, que ça soit sécuritaire. On peut également penser qu'il va peut-être y avoir éventuellement l'intégration d'autres infrastructures. Donc, agrandir le jardin, peut-être vous allez vouloir installer un bac à compost. Vous voulez peut-être placer à proximité un banc pour en faire un petit coin détente pour aller lire ou prendre le café le matin, une table à pique-nique. Donc, c'est important de réfléchir également dans votre environnement. Qu'est-ce qui risque de se retrouver qui devient complémentaire à l'activité de jardinage? Parce que le jardin, il faut plus le voir comme un espace de vie qui devrait être agréable plutôt qu'uniquement un lieu de production. Bien sûr, c'est important de vérifier avec la réglementation municipale. Si, par exemple, vous vouliez faire un potager en façade, je l'ai mentionné tantôt, mais si, par exemple, vous envisagez d'installer une petite serre ou une pergola, parfois, il y a des règlements municipaux pour lesquels il y a certaines restrictions pour des aménagements. Besoins particuliers, pensez que, par exemple, si vous travaillez avec, si les gens qui vont fréquenter le jardin, c'est des gens qui sont à mobilité réduite, qui se déplacent avec un déambulateur. Si vous avez des enfants en bas âge, bien, on va s'assurer d'avoir des aménagements qui vont être conséquents, qui vont permettre à ces gens-là d'en profiter. Qualité du sol, donc, dans les éléments qui sont super importants pour jardiner, s'assurer d'avoir un sol qui est sain pour les plantes. Donc, si vous travaillez, par exemple, en bac ou en contenant, assurez-vous, je vais vous montrer une photo tantôt, d'avoir un terreau qui est de bonne qualité. On dit souvent que c'est le meilleur investissement dans le jardin, c'est d'avoir un terreau qui est riche et qui permet d'avoir une bonne production. Parce que si on commence à jardiner, puis qu'on travaille avec un terreau qui a été vendu, par exemple, à rabais, là, on peut facilement penser au sac de terreau à 99 cents devant le supermarché. Souvent, ce sont des terreaux qui sont très, très pauvres, très lourds, qui ne donneront pas des bons résultats. Mais si on se lance dans le jardinage avec un terreau de mauvaise qualité, on n'aura pas des beaux légumes. Puis souvent, mais c'est là où on se remet en question, on va moins s'en occuper, puis on n'aura pas de bons résultats, puis on se dit, bien, finalement, le jardinage, ce n'est pas pour moi. Donc, qualité du sol, super importante. Dans le cas d'un jardin qui serait en pleine terre, il y a la capacité à chaque année, avec des ajouts de compost, de paillis, puis de certains engrais naturels, d'améliorer d'année en année la texture puis la qualité du sol dans lequel on jardine. D'autres petits éléments dans notre environnement physique à évaluer, le dénivelé. Donc, est-ce que votre terrain ou votre façade de maison est en pente? Donc, il faut penser que si au niveau des aménagements, je dois construire des bacs ou je vais installer des pots, que je vais avoir à circuler avec des outils, on veut s'assurer que ça se fasse bien. Est-ce que dans votre environnement, vous avez des murs, clôtures ou des bâtiments? Ça peut être des désavantages. Par exemple, ça peut faire de l'ombre, mais un mur qui est orienté au sud peut devenir une belle surface, par exemple, pour faire grimper des plantes qui vont apprécier d'avoir une belle grosse chaleur en raison du mur qui les protège. Le vent, donc si vous êtes dans un espace très venteux, il y a certains légumes qui vont être plus sensibles au vent, donc on va peut-être essayer de les placer différemment. La neige, on a déjà vu malheureusement des gens qui avaient aménagé un potager à l'endroit où la neige était accumulée pendant l'hiver, donc ça refroidit le sol plus longtemps au printemps en raison de la fonte qui est plus lente
parce qu'il y a un grand volume de neige, le sol est détrempé, donc souvent on va perdre 2 ou 3 semaines de culture en raison de ça. Est-ce que vous avez des animaux? Les gens qui sont en ville, parfois, le plus gros enjeu, c'est les écureuils. Si on se retrouve en milieu rural, c'est peut-être les ratons laveurs ou les moufettes. Donc, c'est important de prendre conscience de ça puis de faire nos aménagements en conséquence. Le bon voisinage, donc, par exemple, si vous envisagez utiliser une clôture pour faire pousser, par exemple, de la vigne ou des haricots ou des pois ou un autre légume grimpant, bien, c'est peut-être opportun d'en discuter avec votre voisin puis de l'en informer pour s'assurer que ça soit OK pour tout le monde. Donc, en réfléchissant comme ça, un potager fonctionnel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'améliorer notre production. On va essayer de faciliter notre travail. Ce qu'on veut tout le temps, c'est le plus de légumes avec le moins d'efforts possible. Fait qu'on va essayer de réduire nos tâches, puis surtout d'avoir du plaisir. Donc, on ne veut pas nécessairement en faire juste un lieu de production. On veut vraiment en faire un lieu qui est agréable à utiliser au quotidien. Au niveau du choix des cultures, donc là, vous avez vraiment le choix dans tous les légumes. On va juste faire un petit survol de certaines réalités. On ne pourra malheureusement pas parler de tous les légumes, mais on va prendre certaines grandes lignes. Puis à la limite, si vous avez des questions à la fin de la présentation, ça me fera plaisir d'y répondre. Il faut se rappeler que les plantes ont des besoins. Donc, tantôt, je le mentionnais, la lumière, c'est vraiment du soleil direct que ça prend. L'eau, la chaleur, puis des nutriments. Donc, notre rôle en tant que jardinier, c'est principalement de s'assurer que nos plantes ont ces éléments-là. Donc, on ne peut pas tirer sur la carotte pour qu'elle pousse plus vite. Par contre, on peut s'assurer qu'elle ait les meilleures conditions possibles pour que ça nous produise des carottes qui sont belles et qui sont en santé. Il faut se rappeler qu'on a une réalité climatique. Donc, dépendamment d'où on se trouve sur le territoire, on va avoir des périodes de croissance, des températures qui vont être différentes. Par exemple, à Trois-Rivières, on est ce qu'on appelle en zone 5A. Ça, si vous ne connaissez pas votre zone de rusticité, vous pourrez faire une recherche sur Google ou aller sur le site web de la Brouette. Vous allez être en mesure de trouver des outils pour le préciser. Mais à Trois-Rivières, en raison de notre réalité climatique, on a une saison de croissance qui est environ de 110 à 120 jours. Si on monte au nord, à La Tuque, qui sont en zone 3B, mais regardez un petit peu les dates, bien, eux, dans leur cas, ils ont une période de croissance de 80 jours. Donc, quand je vais choisir mes légumes, quand je vais choisir mes semences ou je vais acheter des plants, je devrais tenir compte de cette réalité-là. Donc, c'est probablement plus dur, plus difficile de faire pousser, par exemple, des aubergines qui nécessitent une bonne saison de croissance, une bonne chaleur. C'est plus difficile à La Tuque qu'à Trois-Rivières. Donc, je devrais tenir compte de ça également. Quand je vais penser à mon jardin, je vais pouvoir également penser à l'aspect esthétique de tout ça. Donc, comment je suis capable de jouer dans mes aménagements avec les plantes potagères que je vais avoir. Donc, vous allez retrouver des légumes fruits. Puis quand je parle de fruits ici, c'est vraiment au point de vue botanique. Ce n'est pas nécessairement que ça soit sucré. Pour moi, une tomate, une aubergine, un concombre, un haricot, c'est des fruits. Légumes tiges, les bulbes, les légumes fleurs, des légumes feuilles, des légumes racines, des tubercules, des fines herbes, des fleurs comestibles, puis des fruits. C'est tous des éléments que vous allez être capable d'intégrer dans vos aménagements actuels ou dans le petit potager que vous voulez aménager. Donc, vous pouvez également le réfléchir comme ça. Petit conseil de base, lorsque vous choisissez des variétés de légumes, c'est important, ce qu'on suggère aux gens souvent, c'est de choisir des variétés qui sont hâtives. Par exemple, si on regarde sur les sachets de semences de tomates, on va voir des variétés qui vont être prêtes en 60 jours, puis d'autres qui vont être en 85 jours. Si vous débutez le jardinage, puis que vous voulez que les gens avec qui vous jardinez, que ce soit votre conjoint, conjointe, les voisins, les enfants, si vous voulez qu'ils soient motivés à jardiner, le plus rapidement possible sont capables de goûter aux fruits de leur travail, mieux c'est. Donc, d'y aller avec des variétés hâtives, ça donne toujours un petit coup de pouce de ce côté-là. Privilégier les cultivars de climat frais. L'idée d'acheter des semences auprès des semenciers québécois ou de gens qui en ont, là, on parle de la fête des semences, il va y avoir des échanges de semences. Si c'est votre voisin qui vous propose de ces semences, ben c'est probablement parce que lui a des bons résultats avec ça. Donc, l'idée de travailler avec des semences qui ont été produites et cultivées au Québec, plutôt que des semences de grands semenciers qu'on peut retrouver dans les grandes surfaces, par exemple, qui ont été produites en grand volume
dans le sud des États-Unis, au Mexique, en Inde. C'est des fois des variétés qui ne sont peut-être pas nécessairement adaptées à notre réalité climatique. C'est super important de bien lire les informations qu'on retrouve soit sur les sachets des semences ou sur le site des semenciers. Des plants de tomates cerises, vous allez en trouver qui vont faire 30 cm de haut. Vous allez en trouver d'autres qui vont faire 2 mètres de haut. Ça fait une grosse différence dans notre aménagement. Donc, si par exemple, je veux simplement cultiver des tomates cerises dans des petits contenants qui vont être sur la terrasse, ben, je vais peut-être éviter de prendre des variétés qui vont être la taille d'un adulte debout. On va y aller avec des variétés qui sont compactes. Ça va être la même chose pour la taille des fruits. Des tomates, vous allez avoir des petites tomates cerises, vous allez avoir les grosses tomates beefsteak. Donc, c'est important de bien lire les informations. Si vous avez des gens dans votre entourage, des voisins, des amis dans votre municipalité qui jardinent depuis longtemps, puis qui ont des bons succès avec certains légumes, l'idée de partir avec ces variétés-là, souvent, vous allez vous donner une longueur d'avance plutôt que d'essayer une variété que vous ne connaissez pas. Au niveau de l'esthétique, c'est là qu'il y a quelque chose qui est vraiment super intéressant de considérer les plantes potagères comme étant quelque chose qui peut améliorer l'aspect visuel dans notre environnement. Donc, au niveau des légumes, vous allez vraiment trouver des couleurs, des textures, des tailles. Je parlais tantôt des plants de tomates, mais vous allez retrouver ça également dans plein d'autres légumes, des tailles différentes, des volumes, puis des facilités de culture. Donc, vous allez, par exemple, si on regarde juste la diversité de couleurs dans l'image du haut, c'est une image de potager, mais il y a vraiment une diversité de couleurs, de textures. En bas, simplement de la sauge. Vous allez retrouver peut-être 7, 8, 10 couleurs de sauge différentes qui permet facilement de faire des variations de couleurs ou de les intégrer esthétiquement dans un jardin. Donc, ce qu'on peut faire quand on choisit nos légumes, on peut également jouer avec les hauteurs. Donc, on peut faire des zones qui sont très, très grandes. Si on veut faire, par exemple, une zone d'intimité, des plantes grimpantes, des haricots grimpants, des concombres, du maïs, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour faire une barrière visuelle. On peut regrouper les légumes qui vont avoir des couleurs différentes, par exemple, ou des textures de feuilles qui sont similaires, qui sont très contrastées. Donc, il y a vraiment une possibilité d'intégrer ça de manière très agréable. Si vous avez des éléments qui sont déjà existants, par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, un arbuste qui fait des petites fleurs au printemps d'une certaine couleur, il y a possibilité d'intégrer au pied quelque chose qui va amener un contraste ou qui va avoir une couleur complémentaire. C'est intéressant. Pensez votre potager également comme un endroit dans lequel vous pouvez facilement intégrer des fleurs, que ce soit des fleurs comestibles ou simplement des fleurs qui vont attirer, par exemple, les pollinisateurs ou les insectes prédateurs dans notre jardin. On le sait, plus qu'on a de biodiversité dans notre environnement, meilleure va être la santé de nos plantes. Pensez à intégrer du mobilier. Donc, souvent, les gens voient le potager d'un côté et l'espace de vie, la terrasse de l'autre. Il y a possibilité d'avoir une frontière qui est floue. Donc, un jardin potager peut être facilement être un endroit où on pourrait trouver un hamac, par exemple, où on a le goût d'aller passer une partie de l'après-midi, soit au soleil ou à côté, dans une zone qui est peut-être un petit peu plus ombragée. Pensez à réutiliser des matériaux que vous avez déjà. Donc, on a déjà fait des projets avec des enfants où on prenait simplement des chaudières de plastique. Les enfants étaient invités à faire des collages sur les chaudières. Donc, on vient décorer un contenant qui peut être banal, mais pour en faire quelque chose qui est super agréable. Ici, c'était simplement pour vous montrer, c'était une photo, je récoltais des trucs dans mon potager. Oups, je me suis rendu compte qu'à un même moment dans la saison, j'avais plein de couleurs qui étaient similaires. Donc, ici, c'était tout dans les teintes de pourpre, de magenta, de bleu, de noir. C'est simplement pour vous montrer que vraiment le potager a une richesse esthétique indéniable. Ici, regardez, c'est une microbrasserie à Québec, la Barberie. Ils ont il y avait une terrasse en façade, un simple aménagement avec des pots en géotextile, des smart pots, puis une structure verticale a permis de faire vraiment une zone d'intimité pour la terrasse qui est vraiment plus intéressante que d'avoir uniquement du béton et de l'asphalte. Donc, il y a vraiment possibilité, à peu de frais, d'aménager quelque chose qui a vraiment un aspect visuel qui fait vraiment un effet wow là, pour les gens qui le fréquentent. Au niveau de l'optimisation, donc, je l'ai mentionné, ce qu'on veut surtout, c'est d'être capable d'avoir une belle production, quelque chose de beau,
avec le moins de travail possible. Donc, on va essayer de voir quelques éléments qui peuvent être intéressants pour maximiser notre production en ayant le moins d'entretien possible. Ici, ça va être un principe qu'on va voir, par exemple, pour un jardin au sol. On peut imaginer la même chose en contenant, que ce soit un grand contenant ou un plus petit contenant, mais souvent l'idée de travailler avec des planches larges. Pour ceux et celles qui suivent un petit peu ce qui se fait en maraîchage commercial, souvent les maraîchers vont travailler comme ça. On voit de moins en moins un rang d'oignons, un petit peu comme les jardins que je vous ai présentés au tout début, un rang d'oignons, un espace pour les pieds, un rang de betteraves, une rangée pour les pieds, etc., où on se retrouve avec souvent plus d'espace pour les pieds que pour nos légumes. Ça, c'est ce qu'on voit à droite. Donc, quand on parle de planches larges, qu'est-ce que ça l'amène comme bénéfice pour la culture? Le sol va être plus droit, plus à l'horizontale, puis va souvent être plus meuble parce qu'on ne pile pas dessus. Donc, au niveau, quand on va arroser, l'eau va pénétrer beaucoup plus facilement. Donc, si l'eau pénètre plus facilement, il va y avoir moins de ruissellement, les racines vont s'enfoncer plus en profondeur, puis l'établissement du système racinaire qui va chercher les nutriments va se faire vraiment de manière optimale. Donc, si on regarde les carottes à gauche, l'accès à la terre va être beaucoup plus facile à gauche qu'à droite, où là, juste à côté du rang de carottes, je mets mes pieds, la terre va être compactée, puis si j'arrose, il va y avoir un ruissellement. Lorsque le feuillage va commencer à pousser pour la planche large, bien, il va se créer ce qu'on appelle une canopée. Donc, le feuillage des carottes va commencer à se chevaucher. Puis ce que ça va créer, c'est que ça va faire de l'ombre sur le sol en dessous. Donc, ça va réduire l'évaporation, ça va réduire la germination des mauvaises herbes également. Donc, je vais avoir un sol dont l'humidité va être plus homogène à travers le temps, puis je vais avoir moins de mauvaises herbes arrachées. Contrairement à l'espace à droite, où là, je vais avoir beaucoup de surfaces qui vont être à nu, où je vais avoir inévitablement de l'évaporation puis des mauvaises herbes qui vont s'installer, la nature ayant horreur du vide. Puis au niveau de la production, sur une même surface, je vais avoir beaucoup plus de carottes si je travaille en planche large, comme l'exemple de gauche, versus si je travaille en rang d'oignon, comme l'exemple de droite. Je vais vous montrer ce que ça donne sur une zone, par exemple, d'une taille d'un jardin communautaire. Si on a un jardin qui ferait, par exemple, un 8 pieds par 10 pieds, je pourrais, dans la situation de gauche, faire des rangs d'oignons, ou si vous regardez la zone en grise, j'ai pratiquement le double d'espace pour les pieds que d'espace de culture. Si vous regardez la quantité de légumes que je produis dans un et dans l'autre, ben, il y a vraiment une réalité qui est flagrante où je vais avoir beaucoup plus de production dans l'espace où j'utilise vraiment l'espace pour le jardin, pour les plantes, plutôt que pour mes pieds. Puis avec tous les avantages dont j'ai parlé tantôt. Donc, au niveau de l'arrosage, je risque d'avoir moins d'arrosage, un sol qui est plus meuble, donc une meilleure absorption des nutriments parce que les racines vont pouvoir descendre plus profondément. Je vais avoir moins de travail de désherbage également parce qu'il va se créer une zone d'ombre sous le feuillage où il va y avoir moins de germination de mauvaises herbes. Donc, pour moi, un espace de jardinage qui est optimisé pour la culture, ça devrait beaucoup plus ressembler à ça qu'à un jardin comme celui-là où, pour moi, ce que je vois ici, c'est beaucoup plus du travail qu'un jardin qui est productif. Donc, je vais avoir beaucoup de désherbage à faire parce que le sol est à nu. Je n'ai pas de paillis. Les plants sont distancés, oui, mais ils ne feront pas d'ombre pour empêcher la germination des mauvaises herbes. L'arrosage va être fastidieux parce que la surface est grande. Donc, probablement, je serais capable de produire la même quantité de légumes que je vois à l'écran sur une zone qui serait probablement le tiers ou même le quart de cette superficie-là. Donc, on le voit ici, jardin en pleine terre, mais ça pourrait être la même chose dans des contenants. Donc, on pourrait imaginer une chaudière de 20 litres, une chaudière de 5 gallons standard, dans lequel je pourrais planter, par exemple, un plant de tomates. Oui, mais au pied du plant de tomates, je pourrais facilement venir planter une ou deux laitues qui vont bien tolérer l'ombre du plant de tomates, puis peut-être un petit plant de fines herbes, puis à la limite des capucines pour mettre un petit peu de couleur. Donc, on le voit, même dans un contenant, on pourrait mettre en pratique cette optimisation-là de l'espace. Au niveau de l'optimisation de l'espace, un autre élément qui est intéressant, l'idée de penser à la verticale, donc d'utiliser garde-corps de terrasse, les clôtures, j'en ai parlé tantôt. Si vous avez une bordure en bordure d'une piscine hors terre, c'est le genre de truc qui peut facilement être aménagé, par exemple, pour mettre des tuteurs, un treillis pour y faire grimper des plantes. Puis il faut penser que
le plant qui pousse à la verticale, bien, au sol, il prend beaucoup moins d'espace. Donc, moins de désherbage, moins d'entretien pour une même production. Puis même souvent, à la verticale, on va avoir des meilleurs résultats. Murs de garage ou de remise également deviennent des belles surfaces qu'on peut utiliser. Dans le cas des plantes grimpantes, ce n'est pas des listes exhaustives, mais c'est juste pour vous illustrer qu'on peut facilement imaginer des cultures dans des espaces qui sont plus exigus. Haricots grimpants, concombres, les courges. Souvent, les gens se disent, ouais, mais les courges, c'est pesant. Peut-être à part les grosses citrouilles géantes, mais si le plant de courge grimpe à la verticale puis qu'il développe ses fruits, le plant va se structurer, donc il va avoir la force, la résilience pour être capable de supporter le poids du fruit qui est en train de pousser. Si on prend un plant de courge qui aurait poussé au sol, puis oups, pendant qu'il est en pleine croissance puis les fruits sont en train de se former, si je le prends puis je l'attache, là, il risque d'avoir des problèmes où le plant risque de casser. Et s'il pousse à la verticale, le plant va être en mesure dès le départ, de produire ses fruits à la verticale sans problème. Les pois, les melons, le houblon, les épinards de Malabar, les tomates cyclantaires. Donc, c'est toutes des plantes potagères qu'on peut facilement faire grimper sur des structures. À l'inverse, il y a des plants qu'on peut facilement vont retomber. Donc, fraises, tomates cerises, des concombres, des fines herbes, laitues, des fleurs comestibles. Donc, ça nous permet vraiment d'utiliser et de maximiser notre espace. Au niveau de la disposition, dans les conseils qu'on donne souvent, c'est de regrouper les contenants. C'est très, très beau, par exemple, d'avoir dans un grand escalier, d'avoir un pot de fines herbes par marche. Mais imaginez le travail d'entretien quand c'est le temps d'arroser. Donc, je suis obligé de circuler dans un escalier avec un arrosoir, avec les risques inhérents de s'enfarger, de tomber ou de renverser un contenant. Puis, bon, il y a l'aspect sécurité. Donc, l'idée de regrouper les contenants, puis même mieux, d'avoir des contenants plus gros avec un plus grand nombre de plants dedans que d'avoir des tout petits qui souvent sont très, très jolis, mais qui, si on a une grosse journée de soleil, si j'oublie d'arroser, ça pardonne moins au niveau de l'humidité dans le terreau. C'est important de penser à la circulation avec les outils tondeuses, brouettes. Donc, si par exemple, vous faites des bacs surélevés au sol, assurez-vous d'avoir l'espace pour être capable de passer la tondeuse pour tondre. Sinon, vous allez être obligé de faire ça avec, par exemple, avec le coupe-bordure. Ça devient un petit peu plus laborieux. Idéalement, si vous faites des jardins qui sont plus grands, essayez de l'orienter de manière est-ouest pour mieux profiter du soleil. Pensez aux autres utilisations de l'espace. J'en ai mentionné quelques-uns tantôt. Les enfants qui jouent au ballon. Est-ce que vous voulez intégrer une table à pique-nique, un coin pour le compostage, etc.? C'est important de penser à tout ça. Songez à la facilité d'entretien. Ici, c'est super beau, des cannes de conserve, des grosses cannes de conserve qui ont été récupérées, qui ont été peintes. Par contre, s'ils sont à placer à 2 mètres du sol, sur une clôture ou sur une structure, ça va devenir difficile à arroser. Donc, c'est important de penser à ça. Dites-vous qu'à tous les 2 ou 3 jours, vous devrez faire une tournée, d'aller arroser, de travailler dans le jardin. J'ai parlé tantôt des contenants. Privilégier des contenants plus grands qu'une multitude de plus petits. Ça va souvent plus pardonner au niveau de l'entretien puis de l'arrosage, ça va être plus facile. C'est important de songer aux utilisateurs. Donc, par exemple, si vous voulez jardiner avec des enfants, de s'assurer que les bacs soient à leur hauteur. À l'inverse, si vous travaillez avec vous travaillez en partenariat, par exemple, avec des personnes âgées, peut-être de s'assurer que les espaces de jardinage soient un petit peu plus hauts pour que l'accès soit plus facile. Donc, au niveau de la sécurité, de l'accessibilité, c'est important. Puis, bien sûr, d'avoir un choix de végétaux qui sont en cohérence avec les gens qui vont jardiner. Les enfants, par exemple, vont préférer les petites tomates cerises, les pois, les haricots que de manger des oignons. Puis, bien sûr, on essaie, par exemple, de ne pas intégrer, si on place des fleurs comestibles dans notre espace de jardinage, on s'assure bien sûr de ne pas avoir, par exemple, si on a des jeunes enfants, de ne pas avoir des fleurs qui pourraient être toxiques dans le même espace pour éviter les risques d'accident. En finissant, quelques petits trucs et astuces. Je l'ai mentionné, mais on ne le répète jamais assez souvent. Assurez-vous d'avoir du terreau et des semis de qualité. C'est vraiment, vous allez voir sur la prochaine photo, c'est vraiment super important pour garder la motivation des gens qui travaillent avec vous dans le jardin. Assurez-vous de partager, d'échanger, d'emprunter. Si vous n'avez pas d'arrosoir, faites un appel
à vos voisins, à vos amis sur Facebook, en disant, je me cherche un râteau, je me cherche un arrosoir, y a-t-il quelqu'un qui a un boyau d'arrosage qui traîne dans le garage? Vous allez toujours trouver quelqu'un qui, pour ces petits outils-là, va être en mesure de vous en donner ou de vous le prêter. Donc, l'idée de réutiliser, de recycler, il y a vraiment des beaux moyens d'avoir quelque chose à peu de frais, puis d'en faire un beau projet de bricolage, entre autres, avec les enfants. Profitez des ventes de fin de saison, que ce soit autant pour les contenants, des choses comme ça, mais même parfois après la Saint-Jean-Baptiste, ou la fête du Canada, les Canadian Tire ou les centres jardins vont faire des ventes 2 pour 1 sur les plants. Il y a souvent possibilité de boucher des trous si vous avez, par exemple, pas tout acheté, puis d'avoir des plants de légumes à peu de frais. Assurez-vous, si vous ne jardinez pas déjà, puis vous dites, ah, moi, je veux commencer à jardiner, j'aimerais ça être autosuffisant avec ma famille, ce qu'on suggère souvent, c'est de commencer petit. Soyez en contrôle, puis ayez des bons résultats avant de vous lancer dans des projets qui sont trop grands. À prévoir, bon, j'ai mentionné terreau de bonne qualité. Regardez en haut à droite, c'est un projet scolaire où le terreau était vraiment de mauvaise qualité. Ils pensaient faire un bon coup en achetant quelque chose à rabais. Ici, c'était la mi-juillet. Les mêmes plants chez nous, c'est du basilic, du concombre et des poivrons, je crois. Chez nous, à la même époque, les plants faisaient 50 cm de haut. Donc, les jeunes, c'était un projet scolaire, mais les jeunes n'étaient pas intéressés à les jardiner parce que ça ne poussait pas. Donc, si ça pousse mal, je n'ai pas le goût d'aller arroser, j'arrose moins, je donne encore moins de chance à mes plants. Donc, avoir un terreau de qualité, super important. La taille des pots, j'en ai parlé tantôt. Intégrer des plantes vivaces qui sont rustiques. Donc, ciboulette, hémérocale, de la menthe, un plant de bleuet, c'est des éléments, quand on les met au jardin, ils vont être là pour plusieurs années. Ça devient facile à entretenir puis à en profiter. Il y a des variétés également qui vont se semer par elles-mêmes. Je pense à la camomille, au calendule, des tournesols, si vous les laissez monter en fleurs, en graines, vous allez avoir une multitude de petits plants au printemps. Donc, on n'a même pas besoin de les démarrer à l'intérieur ou d'en acheter. Planter des annuelles à travers des vivaces. Donc, si vous avez, par exemple, une plate-bande avec je sais pas moi, avec des hostas, bien, il y a la possibilité de venir planter des herbes aromatiques ou des légumes à travers ça. Il y a des variétés qui restent, regardez un petit peu, faites des recherches, il y a des variétés de légumes qui vont rester belles toute la saison. Par exemple, du kale, ça fait du beau feuillage jusqu'au premier gel. La bêta-carde également. Donc, si vous avez un souci esthétique, ou si par exemple c'est en avant de la maison, il y a possibilité de travailler avec des légumes qui vont rester beaux toute la saison. On s'assure bien sûr d'avoir un sol qui est en santé. On ajoute du compost. On peut avoir à mettre des engrais idéalement naturels à l'occasion. C'est important de nourrir le sol pour avoir des légumes, des plantes qui sont en santé. Quelques petites ressources. Sur notre site web, sur le site web de La Brouette, donc labrouette.ca/ressources, vous allez avoir une section par où commencer. Donc, si vous vous lancez dans le jardinage, vous êtes en mesure de trouver là des outils pour définir votre zone de rusticité, avoir accès à des calendriers de semis. On a notre guide de démarrage, donc c'est un PDF qui fait 175 pages, qui est téléchargeable, qui est gratuit. Vous allez avoir là plein d'informations, d'astuces pour vous lancer dans le jardinage. On a également la liste des semenciers qui est disponible là, qui a été faite en collaboration avec l'équipe du Salon Écolo. Puis on a également une série de 8 vidéos sur le démarrage des semis intérieurs. D'autres ressources, des livres. C'est le fun d'avoir un ou 2 ou 3 livres sur le jardinage, des copies papier sur lesquelles on peut mettre des post-it, on peut y référer régulièrement. Dans ce cas-là, on essaie de privilégier les auteurs québécois. La réalité québécoise est différente, par exemple, d'un livre qui pourrait être super intéressant, mais qui pourrait être avec la réalité climatique de la France, souvent qu'on va voir, ou, par exemple, on va se faire suggérer de semer les betteraves à la fin du mois de février. Ici, au Québec, c'est difficile de semer avec encore 3 pieds de neige. Donc, les livres, selon moi, c'est quelque chose d'en avoir un ou 2 à portée de main, c'est intéressant. Site web YouTube, il y a plusieurs spécialistes québécois qui ont des bons sites web, qui présentent des capsules. C'est important de les consulter. Les groupes Facebook, également, il y a plusieurs groupes qui parlent de jardinage. Par contre, ce que je vous invite à faire,
c'est de vérifier, de contre-vérifier les informations. Souvent, les gens pleins de bonne volonté vont donner des conseils, mais ils ne se soucieront pas de votre réalité climatique, ils ne sauront pas quelle est votre expérience, etc., etc. Donc, souvent, les informations sont partielles, puis des fois sont fausses. Donc, c'est important d'aller contre-vérifier. Donc, assurez-vous de faire votre travail de recherche, s'assurer d'avoir les bonnes informations. Puis, vous avez peut-être dans votre coin un club horticole, un jardin communautaire, un organisme qui donne des formations. L'idée d'assister, un peu comme vous le faites aujourd'hui, à des événements, d'aller chercher des informations. Puis idéalement, quand on est en présentiel, bien, ça nous permet également de discuter, de poser des questions, d'échanger, échange de semis, échange de connaissances, partage d'outils, etc., etc. Donc, il y a vraiment un beau sentiment de communauté, normalement, qui se développe autour des gens qui jardinent. Là-dessus, bien, je vais vous souhaiter un bon jardinage. Puis, je vais être disponible pour une période de questions. Si vous avez des commentaires, des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, François. C'était vraiment très, très instructif. Ça m'a donné plein d'idées. C'était vraiment très bien. Comment protéger le sol du sel et du sable l'hiver? C'est une bonne question. Il se vend des bâches qu'on appelle en centre jardin ou dans les fournitures horticoles, des bâches d'occultation. Donc, c'est des bâches qui sont souvent en plastique assez épais. Souvent, ça va être un côté blanc, un côté noir, mais qu'on peut mettre. Ça pourrait être une bâche, les bâches en nylon tressé. Par contre, souvent, ça va laisser un petit peu passer, au fil des saisons, ça va laisser passer le sel qui va être dilué dans l'eau au printemps. Donc, c'est pas complètement étanche. C'est un moyen de le faire. Je dirais que c'est vraiment de le couvrir avec quelque chose qui est imperméable pendant la saison, puis de le retirer rapidement au printemps. Donc, du carton, ça irait pas? Du carton. Pardon? Du carton. Ben, c'est parce qu'il va s'imbiber d'eau au printemps, puis le sel va être en solution dans l'eau, parce que le sel, on le sait, au fil des saisons, ça va passer au travers du carton, malheureusement. C'est sûr que certains, ça dépend toujours de la quantité. Si c'est juste un petit risque de sel, c'est pas si mal. Si vous êtes vraiment en bordure de rue, c'est tout le temps peut-être un petit peu plus problématique. On a une autre question de Esther. Est-ce qu'il y a des matériaux? Ouais, vas-y. On va poser la question, est-ce qu'il y a des matériaux qu'il faut s'abstenir d'utiliser pour faire des contenants ou des constructions? Oui, il y en a certains. Je dirais le métal, des fois, peut être un peu plus problématique parce que c'est une question de sécurité. Ça peut soit être coupant quand on se déplace dans le jardin. Des fois, on a des trucs dans les mains, on peut s'enfarger. Ça peut devenir chaud également. Puis encore là, ça dépend toujours, là, mais c'est ça. Souvent, les gens ont des craintes avec le bois traité. Depuis une quinzaine d'années, le bois traité n'est plus toxique pour le potager. Vous pouvez toujours avoir des craintes parce qu'il y a quand même des produits qui sont inhibiteurs de moisissure. Puis on sait, ce qu'on veut dans notre jardin, c'est qu'il y ait de la décomposition, que notre sol soit riche. Fait que ça va inhiber un petit peu la décomposition du bois, mais ça n'a plus la toxicité des bois qu'il y avait il y a 20 ou 25 ou 30 ans, des bois traités là, qui étaient vraiment, souvent, là, on se rappelle du bois qui était traité avec des couleurs vertes, entre autres, là, ça, c'était vraiment toxique. Maintenant, il n'y a pas ça. Si vous avez des craintes, ben, à ce moment-là, dans les alternatives, c'est sûr et certain que tout ce qui est chaudière ou contenant en plastique, normalement, ça va être correct, surtout quand c'est des contenants qui sont de type alimentaire, il n'y a pas de problème. Dans le bois, c'est encore là, c'est souvent un beau matériel. Privilégié, je dirais, si vous avez accès à de la pruche, c'est vraiment, ça va être souvent dans les séries de villages, rarement dans les grandes bannières, là, les Rona, tout ça, ils vont rarement vendre de la pruche, mais la pruche est pratiquement aussi résistante dans le temps que le cèdre.
qui est un bois qui est très, très résistant, mais qui va coûter 3-4 fois moins cher que le cèdre, donc la pruche. Vous allez être capable souvent avec les scieries, en Mauricie, il y en a plusieurs, sur la rive sud ici également. Vous allez être capable d'avoir souvent de la planche d'un pouce, un pouce écart qui va être vraiment solide pour faire des bacs qui vont vous durer 15 ou 20 ans. Il y a des gens qui disent « Ah, on peut réutiliser du bois de palette ». Le bois de palette est souvent très, très mince. Il a été cuit pour empêcher qu'il y ait des insectes dedans. Fait que ça le dégrade un petit peu. Il faut penser que si vous faites ça, oui, ça peut être une solution à court terme. Vous allez avoir à souvent refaire vos bacs après 3 ou 4 ans. Fait que c'est ça. Sinon, ben, les madriers de 2 par 6 ou 2 par 8 peuvent faire l'affaire. Ça se dégrade un petit peu plus lentement que la petite planche mince. Mais c'est une alternative. Malgré que la pruche, si vous en avez, c'est vraiment à peu près le même prix qu'un madrier d'épinette ou de pin. Là. Fait que c'est avantageux d'y aller avec des bois résistants si vous y avez accès. Je ne sais pas si ça répond à la question, Esther, excuse-moi. Ouais. Il y a Gabriel qui a une autre question. Comment fait-on pour savoir la qualité du terreau? Vous avez dit qu'il était important d'en avoir du bon, mais à part le prix, est-ce qu'il y a une façon d'avoir des repères? Oui, je dirais que le prix, malheureusement, est souvent un indice de bonne qualité. Regardez sur votre sac, que ce soit souvent le terreau, si la liste des ingrédients n'est pas indiquée. Ce n'est pas une obligation dans le cas de la réglementation. Les engrais, ce qui est considéré qui est vendu comme un engrais, il y a une obligation de marquer la liste des ingrédients et les taux d'azote, de phosphore, de potassium, les 3 chiffres qu'on voit sur les contenants d'engrais. Mais au niveau des terreaux, ce n'est pas obligatoire. Sauf que si la plupart, je dirais, des fabricants de terreaux, des producteurs de terreaux sérieux vont mettre la liste des ingrédients dessus. Déjà, ça, de voir les ingrédients, je dirais que c'est pas un gage de qualité, mais c'est un indice qu'il y a quelque chose de sérieux en arrière. Si vous avez les 3 chiffres, donc si vous achetez du terreau, puis vous voyez dessus, mettons, 1,5, 1,3, qui sont l'azote, le phosphore, le potassium, les 3 principaux ingrédients nutriments pour les plantes, ce qu'on va retrouver sur les emballages d'engrais, ça va souvent être un indicateur également. Je vous dirais, si vous voulez acheter du terreau pour un bon potager, des fois, quand c'est quelques petits pots, c'est moins grave. On peut aller dans une quincaillerie ou des choses comme ça. Sinon, allez dans un centre jardin et posez la question. Vous allez avoir des terreaux selon votre usage. Donc, est-ce que je veux, par exemple, faire un bac au sol surélevé? Je pourrais avoir un terreau qui va être différent que si je veux jardiner des fines herbes, par exemple, dans des boîtes à fleurs, où là, je vais avoir un terreau qui va peut-être garder un petit peu plus l'humidité. Ça, c'est ces variantes-là. Vous allez le voir des fois indiqué sur les sacs, mais en parlant avec des conseillers dans les centres jardins, donc des endroits spécialisés dans les végétaux, ces gens-là vont pouvoir vous indiquer tel ou tel terreau est adapté au type de culture que vous voulez faire. Donc, on pourrait avoir un terreau qui serait différent si je veux augmenter je veux améliorer mon jardin qui est au sol versus si je travaille dans des petits contenants comme des jardinières, des choses comme ça, le terreau va peut-être être un petit peu différent. Donc, d'aller chercher des informations, de bien lire. Encore là, si on retrouve un emballage, un sac qui est à 99 sous, souvent, vous allez le tourner de l'autre côté, puis vous ne trouverez pas les ingrédients, vous ne saurez pas ce qu'il y a dedans, vous n'aurez pas la quantité des éléments nutritifs qu'il y a dedans. À ce moment-là, on peut assurément se poser des questions. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est très, très intéressant. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je vais peut-être en profiter pour le terreau. Si certaines d'entre vous prévoyaient d'avoir, je vous dirais, plus qu'une douzaine ou une quinzaine de sacs à acheter, des sacs réguliers de 30 litres, regardez pour l'option terreau en vrac. Donc, il y a plusieurs centres jardins qui vont offrir le terreau en vrac. Ça va être vraiment moins cher. Puis même souvent, quand on inclut la livraison, c'est vraiment moins cher. Puis bien sûr, on se retrouve avec moins de plastique, moins de gestion de matières résiduelles. Fait que quand on arrive avec des volumes, c'est sûr et certain que si vous avez 2 petites chaudières à remplir, d'aller en vrac, c'est peut-être plus compliqué parce que vous allez avoir besoin peut-être les quantités minimum, ça va être souvent une verge cube. Mais si vous avez, par exemple, vous aménagez des grands bacs, vous aménagez plusieurs contenants,
d'aller avec le terreau en vrac. C'est vraiment une super belle option. C'est plus économique, puis c'est plus écologique. Puis Wow. encore là, vous avez différentes qualités. Fait que c'est important de bien s'informer. C'est excellent, je ne savais pas du tout. Donc, je pense que ça va être notre conclusion. Un gros merci, François, encore une Ça fait fois. plaisir. Tu es un fidèle des fêtes de semences, puis même du Salon Écolo. Merci de ton soutien avec la brouette. Et à bientôt dans la terre pour jouer, puis pour faire un beau jardin. Ouais. Merci. Merci. Bye bye. Au revoir.